Makepe Misoke. On se souvient que lorsqu'il y a eu des inondations à Douala il y a quelques années, le ministre Mbonchou, qui à l'époque était ministre de l'Habitat, avait été descendu sur le terrain, avait donné des prescriptions. Il y a des immeubles même qui devaient être détruits. Oui. Aujourd'hui, ces immeubles sont toujours là. Le président de la République vient de prescrire des mesures, dit-on, fortes pour lutter contre ce désordre urbain et éviter pareil drame. Et beaucoup s'enthousiasment de cette sortie du chef d'État. Est-ce qu'au finish, on n'a pas l'impression que les populations sont abandonnées par un État qui aurait dû être là du début jusqu'à la fin et faire des contrôles qui permettent d'éviter des catastrophes, des drames comme ceux qu'on a vécu à Nobo? Duval, il y a un aîné qui définit la gesticulation comme l'art de faire semblant d'avancer en faisant le pas sur place. C'est effectivement ce que nous vivons au Cameroun. À chaque fois qu'il y a une situation, on a l'impression qu'on veut soit faire de la forte politisation, ça veut dire qu'on pense être en situation de campagne électorale pour séduire les masses, soit dans une situation de haute publicité, peut-être pour séduire celui qui nomme. Donc au demeurant, on se retrouve avec les mêmes problèmes, ça se reproduit. La question de l'effondrement de ces immeubles interpelle plusieurs acteurs, mais le plus important de tous ces acteurs reste l'État. Moi, je suis vraiment un partisan de la haute responsabilité du Léviathan, donc de l'État, à qui nous avons donné une part de nos libertés pour assurer notre sécurité. Au niveau des populations, il est clair, comme le relevait le représentant de l'DPC tout à l'heure, que il y a des bricolages qui sont observés ça et là. Il y a des mesures de prudence qui ne sont pas prises par les populations elles-mêmes, c'est-à-dire que face à la raréfaction du logement, on est obligé parfois de s'abriter dans n'importe quel taudis, quels que soient les risques que présente le taudis en question. Il y a également le fait que face aux tensions de trésorerie que connaissent des ménages, des individus, on est obligé de procéder à des bricoles parce que les choses sont devenues totalement chères. On est obligé de faire avec ce qu'on a en notre possession, même si au final on finit par trouver la mort. Mais je vais revenir beaucoup plus sur la responsabilité de l'État qui doit réguler l'État providentiel. D'abord, l'État providentiel, c'est lui qui doit nous offrir les utilités de survie, qui doit nous offrir un cadre pour que nous soyons à l'aise, même lorsqu'on n'a absolument rien. En Europe, on voit comment l'État s'investit dans le logement pour loger ces populations, pas pour loger les élites comme chez nous, comme on le fait plutôt chez nous. Chez nous, on construit des logements sociaux. Finalement, ce sont ceux qui ont la possibilité de construire qui partent récupérer ces logements sociaux. Donc, si l'État avait pris des engagements dans ce sens, je pense que les Camerounais seraient mieux logés aujourd'hui. Au niveau de la possibilité des uns et des autres de pouvoir acheter le matériel important, de pouvoir se doter d'un terrain, ainsi de suite. Cette possibilité-là, si elle avait été proposée par l'État, nous ne serions plus dans ce genre de situation. Maintenant, la prévention. Il me semble que lorsqu'il s'agit de traquer ceux qui ne sont pas d'accord avec le président de la République, ceux qui ne sont pas d'accord avec le RDPC, le renseignement prévisionnel fonctionne mieux. Mais lorsqu'il s'agit du bien-être des populations, ça devient un autre problème. Comment se fait-il donc que le représentant du RDPC, qui a vu un immeuble, qui a senti des choses peut-être arriver, n'a pas pu prendre ne serait-ce qu'un petit SMS ou un stylo et crier au MINAT pour prévenir des risques que courent ces populations en restant dans cet immeuble. Mais il ne l'a pas fait. Bon, ce n'est pas son rôle. Il est plutôt un ingénieur, un technicien. Maintenant, que faisait donc le renseignement prévisionnel? Parce que le renseignement prévisionnel, ce n'est pas seulement chercher. La sécurité ne se limite pas seulement à la sécurité militaire. Il y a la sécurité sociétale qui a trait aux idées, il y a la sécurité économique, il y a la sécurité politique, il y a la sécurité environnementale.
qu'est-ce que le renseignement prévisionnel fait au quotidien pour répertorier des zones ou des situations à même de causer la mort ou d'apporter l'insécurité? C'est là où on interpelle donc la protection civile. Maintenant, au niveau de la proactivité, vous avez évoqué les délais qui ont été pratiquement consommés avant qu'il y ait une action de l'État. J'ai été vraiment étonné de constater que même des chiens renifleurs, nous n'en avons pas. Ça veut dire des chiens qui peuvent nous permettre de détecter qu'il y a un corps humain ici en bas. On évolue toujours avec des éléments assez caducs, avec un mécanisme assez caduc. Donc, il faut dire que cette situation incombe certes à nous tous, mais la haute responsabilité revient à l'État qui doit, dans un premier temps, offrir les situations de bien-être à ces populations et ensuite prévenir des situations d'insécurité.